tous. Pour cette conférence, je suis accompagnée de Charlie Numo, qui est développeuse front-end chez OnePoint. Et moi, je suis accompagnée de Céline, qui est designeuse et intégratrice aussi chez OnePoint. Alors, toutes les deux, ça fait 3 ans qu'on a mis un pied dans l'accessibilité. Aujourd'hui, on ne vient pas en tant qu'experte, clairement. Mais à travers nos projets, on a entendu tout et son contraire au sujet de l'accessibilité. Et surtout, on a entendu des choses pour éviter d'en faire. Donc aujourd'hui, on vient pour cette conférence pour dédramatiser ensemble l'accessibilité. Non, c'est bon. Donc quand on veut faire de l'accessibilité, souvent on fait face à des comportements qui sont plutôt réfractaires, voire même plutôt pas d'accord, et ils sont souvent conscients ou non. Mais ça vient surtout de tous horizons, métier, développement, conception, et on vous a fait une petite sélection des meilleurs clichés qu'on a pu rencontrer. Non mais Céline, c'est bon, l'application, c'est pas pour les aveugles. Les aveugles, c'est clairement les premières personnes auxquelles on pense l'accessibilité, les malvoyants aussi en général, mais c'est clairement pas les seuls. On a plusieurs types de handicap, handicap moteur, handicap individuel. Concrètement, vous prenez vos 5 sens et vous en enlevez un, vous êtes en situation de handicap. Et puis aujourd'hui, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on développe en fait les applications qu'on va aussi utiliser demain. Et je suis à peu près sûre ici qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes en situation de handicap, mais un jour, ça risque de vous arriver très probablement, donc pensez-y quand même. En vrai, on s'en fiche. Ça ne fait pas partie de notre cible, ces personnes. Déjà, si on prend le cas des applications internes, quand même, c'est sympa d'inclure les personnes qui sont handicapées, parce que les entreprises, quand même, se doivent maintenant de recruter et de leur fournir un outil de travail qui est adapté. Et puis après, le handicap, c'est pas seulement que permanent. On peut aussi avoir des handicaps plutôt situationnels ou ponctuels qui vont nous obliger, nous aussi, à utiliser des alternatives, comme écouter une vidéo alors qu'on est sur les transports en commun et qu'on a besoin de sous-titres, ou alors avoir un bras dans le plâtre. Et finalement, la mobilité, ça nous concerne, ou ça nous concernera tous au moins un jour. Non, mais vous faites su à parler d'accessibilité, ça coûte beaucoup trop cher. Alors, accessibilité, en effet, ça coûte cher, surtout quand on y pense à la fin. Mais finalement, si on fait la mise en conformité dès le départ, dès que c'est possible, ça ne coûte pas si cher. En fait, c'est simplement une contrainte à prendre en compte. Je suis designeuse, j'ai une charte graphique à respecter pour créer une application, j'ai des biais cognitifs à connaître pour faire attention à comment je fais des tests utilisateurs auprès de mes utilisateurs. J'ai des lois de design à respecter. Tout simplement, l'accessibilité, c'est une contrainte qui va nous aider à construire les applications de la meilleure façon possible. Et moi, j'adore le challenge d'aller au-delà de ces contraintes. Non, et puis concrètement, on ne va pas se mentir, c'est moche. Une interface pour faire de l'accessibilité, c'est moche. On va vraiment surcharger nos applications pour ça ? Alors non, parce que souvent on sous-charge le design, on commence à enlever des trucs qui servent pas à grand-chose, et les trucs qui clignotent, c'est autre chose. Et le maître mot, c'est quand même de proposer une alternative, par exemple, pour une charte graphique orange sur fond blanc, d'aller proposer un toggle pour épurer les contrastes. Et puis certaines règles d'accessibilité vont permettre surtout d'améliorer l'expérience utilisateur, comme fournir un fil d'Ariane sur la navigation ou une tabulation dans les formulaires. Donc ces stéréotypes, clairement ces clichés qu'on entend souvent, nous, on n'a plus du tout envie de les entendre. Mais concrètement, je suis développeur, designer, je suis intéressée par l'accessibilité, mais je ne sais pas par où commencer, c'est vaste. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre aujourd'hui facilement pour y arriver ? On a fait un constat avec Charline quand on a écrit cette conf. Ces données sont complètement personnelles. Nous, on estime que 80% des problématiques d'accessibilité se réfléchissent déjà pendant la phase de conception. Et quand on dit phase de conception, on ne parle pas que des designers, on parle de l'ensemble de l'équipe. Chacun est responsable, à partir du moment où il est sensibilisé à l'accessibilité, de ramener sa touche pour améliorer le produit. Une fois que vous avez fait la passe sur la partie design, on a remarqué, nous, dans les applications qui aujourd'hui présentent des problématiques d'accessibilité, que finalement 90% de ces erreurs sont corrigeables dans le HTML, ce qui n'est pas très compliqué non plus. Les 10% restants ne sont pas forcément simples, mais si vous y arrivez, c'est probablement déjà que votre site est considéré comme accessible.
et en plus que cette conf aura servi à quelque chose. Donc, quelques tips. Tout d'abord, avant de commencer, les checklists, il en existe en design et en développement, plein de checklists qui permettent d'avoir un peu les tips et les choses à respecter. Et puis, Stéphanie Walter, qui a fait une super conf et un article sur documenter l'accessibilité en phase de design, afin d'avoir de la documentation. C'est très intéressant. Et sinon, on s'est perçu en comparant un peu nos pratiques avec Céline, qu'au niveau du design dev, on avait la même façon de fonctionner et qu'on suivait un peu l'atomic design. Et donc, c'est un modèle qui a été imaginé par Brad Forst au moment où la navigation web elle est arrivée un peu sur les mobiles et qu'il a fallu revoir nos façons de penser et de concevoir le web. Et donc là, on applique un peu cette pratique à l'accessibilité pour structurer notre approche. Donc concrètement, alors le modèle il a été un peu retravaillé par nous-mêmes. Nous, on commence par les tokens, donc c'est les éléments les plus petits de votre application. Donc les typos, vous faites attention, des empattements, des typos manuscrits, c'est plus compliqué à lire, donc à utiliser avec parcimonie. Les couleurs, on va être vigilant au contraste, mais ça se définit vraiment que à ce niveau-là. Ensuite, vous le répercutez sur l'ensemble de votre site, et si vous avez besoin de le changer, c'est aussi à un seul endroit. Les images ou les logos, c'est pareil, c'est éventuellement des images porteuses d'informations, donc réfléchissez aux alternatives textuelles que vous pouvez rajouter, et vous avez besoin de le faire qu'à ce moment-là, en fait. Ça vous évite de vous mélanger. Après, on a les composants qui sont plutôt des choses génériques. Et là, sur l'accessibilité, ce qu'on va faire, c'est réfléchir aux contraintes à prendre en compte et les interactions possibles, par exemple, qu'on peut avoir avec ces éléments, tels que les boutons, les inputs, et voir un peu ce qu'elles impliquent pour les différents types de handicap. Les patterns, ensuite, c'est regroupement de ces composants génériques. On va venir leur donner du sens en intégrant de la donnée fonctionnelle. Rajouter du contexte aussi pour les utilisateurs, mettre un peu plus de contexte autour de tout ça. Et ce qui va être intéressant à ce niveau-là pour l'accessibilité à prendre en compte, c'est vraiment la navigation pour avoir une certaine logique entre ces composants qui, tout seuls, n'apportent pas grand-chose à votre site. Et à la fin, on a le template. Donc, c'est plutôt une intégration des modèles de base qui vont permettre d'uniformiser en fait la structure de notre site, donc tels que les formulaires ou alors la place de la navigation ou la navigation elle-même. Et donc, pour reprendre les tokens, il y en a un premier qu'on utilise tous, ça va être les contrastes de couleurs, parce que en fait, le choix des couleurs est super important pour respecter la charte graphique, mais aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à notre contenu et d'avoir un contraste qui est assez important entre le texte et le background. Donc, on vous a mis Color Review, qui est un site qui est assez bien pour pouvoir avoir le contraste et savoir si on a besoin de le changer ou se situer. Contrast, qui est un plugin Figma qui permet d'avoir tout ça directement dans Figma pour les designers. Et puis après, il y a les DevTools maintenant. Quand on clique sur les couleurs, on a accès aux ratios de couleurs. Et encore mieux, on a accès, si on ne respecte pas ces ratios, à une couleur qui pourrait être remplacée et qu'on pourrait utiliser. Les design patterns, alors retour d'expérience là-dessus. Moi, quand j'ai commencé l'accessibilité, j'ai demandé par où je commence. On m'a dit, tu vois le RG2A, tu lis toutes les règles. Concrètement, c'est comme les conditions d'utilisation. Globalement, on ne les lit pas. Sauf qu'on a un bouton « J'accepte ». Moi, je n'ai pas le bouton « Apprendre en 2 minutes ». Donc là-dessus, nous, ce qu'on a trouvé comme façon de travailler, c'est de prendre son interface et de lister en fait tous les composants qu'on va avoir dedans. À partir de ce moment-là, vous allez en fait réduire ce que vous avez besoin de savoir sur l'accessibilité. Ça ne sert à rien de travailler sur une alternative textuelle, typiquement, si vous n'avez pas d'image. Simple. Donc là, vous allez pouvoir lister ces composants, et pour chacun d'entre eux, la Bible là-dessus, c'est Design Pattern Area sur le site du W, qui vous explique simplement et très, très rapidement comment mettre en place un composant. Donc à savoir qu'une popine, on se pose beaucoup de questions au départ sur la navigation pour le focus, notamment. Nous, on l'a très vite compris grâce à ça. Donc, à retenir. Ensuite, on a le parcours utilisateur. Donc, c'est plus quelque chose qui se réfléchit au moment de la phase de conception, mais qui concerne tout ce qui va être pattern et template. Et au final, c'est un des plus gros chantiers, c'est comment l'utilisateur va interagir avec notre site et nos fonctionnalités. Et donc là, le but, ça va être de tester un peu les parcours et de voir, selon les différents handicaps, quelles alternatives il faut mettre en place.
et de voir les besoins qui sont nécessaires. Pour ça, il y a une loi en design qui s'appelle la loi de proximité, qui est de mettre des choses proches de leur contenu. En accessibilité, on a la même logique au niveau de la navigation clavier, d'avoir les actions à côté du contenu qui les décrit. Et du coup, par exemple, sur un formulaire, quand un lecteur d'écran il passe dessus et que tout à la fin, -1, c'est vous switchez la prise de focus. Donc j'en ai, je l'enlève, j'en ai pas, je la mets. Et le 0, c'est vous rajoutez en fait un composant qui ne prendrait pas le focus dans la navigation naturelle en fait de votre page. Donc selon la place où sera placé votre composant. Et enfin, sur la partie template, on a un élément qui est assez important pour contextualiser l'information de la page et d'améliorer la navigation et pour une meilleure compréhension, c'est la structure de la page avec les balises header, main et nav, qui sont les balises obligatoires, à savoir que pour la navigation, il en faut 2. Une navigation type menu plus une recherche, ça fonctionne très bien, et une balise optionnelle qui est footer, sur lesquelles on peut de mettre les liens d'accessibilité et autres plans du site. Donc là, vous avez déjà quelques tips qui vous permettent d'améliorer vos sites web pour l'accessibilité. Nous, on s'est posé la question, au bout d'un moment, on a eu le nez dedans pendant un petit moment, et puis on a fait, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu au-delà quand même ? Et donc, si on regarde le SEO, au final, il y a quand même des belles similitudes au niveau des règles, comme les alternatives textuelles qu'il faut mettre sur les images. Alors, juste attention là-dessus, ne pas mettre plein de buzzwords. C'est surtout fait en sorte pour que ça soit accessible, l'information soit accessible à tout le monde. Les titres de pages qui doivent être différents pour permettre à l'utilisateur de savoir où il se trouve dans le site. Et la sémantique, qui est par exemple à utiliser un lien quand on veut faire une redirection vers une autre page, et un bouton quand on veut faire une action, et une balise P quand on veut mettre du texte. Et du coup, suite à ce parallèle entre le référencement naturel et puis l'accessibilité, on a continué et puis on a découvert Opquest. Opquest, c'est une démarche pour améliorer la qualité de ses produits et qui prône en fait l'amélioration de l'expérience utilisateur, mieux la comprendre, mieux la prévoir et vraiment l'améliorer. Concrètement, Opquest, ça propose 240 règles pour nous aider dans cette démarche-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes règles, elles vont être taguées en fait en fonction de la thématique à laquelle elles se rapportent. Donc on va retrouver l'accessibilité, le SEO, l'éco-conception aussi, qui est un sujet un peu mystique pour nous encore. Mais aussi en fonction du rôle métier qui s'y raccroche, donc à savoir la conception, le développement, mais aussi la rédaction de contenu que nous, on ne voit pas forcément toujours. Et donc cette démarche, elle est quand même très intéressante au niveau de la qualité parce qu'elle est transverse et qu'elle fournit un peu un socle de bonnes pratiques à tous pour optimiser l'expérience. Et du coup, ces règles, elles vont toucher tous les acteurs du site. Et donc, ils ont un modèle qui s'appelle VPTCS, qui est visibilité, perception, technique, contenu, service, et qui chaque règle va être associée à ça. Et nous, on vous conseille vraiment de vous rapprocher et de vous renseigner sur ce modèle pour vraiment comprendre tous les aspects qui sont vraiment intéressants. 2 chiffres par rapport à ça, pour vous illustrer un peu le propos. 240 règles pour Opquest, 127 qui sont taguées accessibilité, donc un peu plus de la moitié quand même. Pour le SEO, un petit peu moins, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que parmi ces 37 règles, il y en a 60% qui sont communes en fait à celles de l'accessibilité. Donc vous avez déjà fait une partie du parcours. Et au final, avec toutes ces choses, on voit que faire de la qualité, c'est déjà faire de l'accessibilité. Alors certes, vous ne serez pas à 100%, mais vous pourrez quand même fournir une bonne expérience utilisateur et déjà un premier parcours à tous les utilisateurs de votre site. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que la qualité, ça couvre encore plus de sujets que juste l'accessibilité. C'est juste un élément de tout ça. Et pour finir cette conf, on reste sur ce retour aux sources en fait avec Tim Berners-Lee, une citation qu'il a faite à l'époque, qui disait que le web en fait c'est une invention qui est plus sociale que technologique. En fait, il faut revenir à pourquoi on fait tout ça, pourquoi on rentre autant dans la technique et tout et dans la qualité. C'est parce que en fait derrière c'est mettre à disposition de tout utilisateur un contenu, une information, une connaissance. Et donc notre rôle maintenant c'est de le rendre accessible à tous et surtout à nous pour plus tard. Merci à tous pour cette conférence.
On sera disponible après et sur le stand OnePoint si jamais vous avez des questions. Bonne fin de journée à tous.